Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne après un long voyage de monsieur Ghaleb Benchir. Je tiens à vous remercier avant tout de cette acceptation. Ghaleb Benchir, bonjour. Bonjour, et c'est avec plaisir. Écoutez, le plaisir est pour nous et le plaisir pour l'ensemble de notre auditoire, surtout d'avoir Ghaleb Benchir parmi nous et notamment de parler d'un dossier qui nous tient à cœur tous, la gestion de l'islam. Et surtout, il faut bien préciser que Ghaleb Benchir, il est islamologue et aussi les fils de Cheikh Abbas Benchir El-Hussein, ancien recteur de la grande mosquée de Paris de 1982 à 1989. Il a suivi une formation philosophique et théologique de pair avec ses formations scientifiques. Il anime depuis 2000 l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2. Comment vous voyez-vous la gestion de l'islam actuelle avec ses hauts et ses bas dans une atmosphère polémique, dans une atmosphère qui pèse lourd sur le dos de chaque musulman? Alors, mon cher ami, sans vouloir être pessimiste, la situation de l'islam et des musulmans dans ce pays, et même de par le monde, est à la tragédie, est à la crise, est au désastre même. Simplement, ce n'est pas une raison pour démissionner, ce n'est pas une raison pour abdiquer, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est peut-être même une raison, et j'en lèverai le même, pour se retrousser les manches et de savoir pourquoi nous autres musulmans sommes dans cette situation. Et c'est lorsqu'on aura posé le bon diagnostic qu'on trouvera la bonne médication pour sortir de l'ornière. Et selon vous, c'est qui devrait faire ce diagnostic? Les intellectuels, les théologiens, M. Lambda? Un réel problème. Et ce qu'il a dit M. Obrou, Tariq Obrou, une fois dans l'émission, il m'a dit, déjà, il faut qu'on s'assoie entre nous. On n'a même pas le temps de s'asseoir entre nous. Alors, vous avez raison, et Tariq Obrou, dans sa sagesse, parle bien de ce point de vue-là. Il faut que nous nous asseyions entre nous. Mais à mon avis, il faut aussi que nous nous approprions la notion de citoyenneté, et nous sommes, pour un bon nombre parmi nous, des citoyens français. Donc, ceci doit transcender les clivages dus à ces différentes appartenances dont je ne m'estime pas le fait d'être fier de les revendiquer, mais vous avez évoqué les Maghrébins, les Turcs, etc. Avant tout, il s'agit d'une citoyenneté française, et dans ce cadre-là, il y a lieu maintenant le musulman fidèle et la musulmane, et j'ajoute avec ça les théologiens, les penseurs, les islamologues, les philosophes, les intellectuels d'une manière générale, d'organiser des séminaires contre des lieux du discernement, de la lucidité, du débat interne et de faire ce diagnostic dont nous avons parlé sans concession. Le président de la République a pris la décision de poser les jalons de la gestion de l'islam de France pour avant la fin du premier semestre 2018, c'est-à-dire au courant du mois de juin. Comment vous voyez-vous cette présidence nouvelle, une nouvelle génération en France, avec son énergie, avec son ouverture d'esprit? Est-ce qu'il y a une chance que l'État peut jouer un rôle de fédérer les musulmans entre eux? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, ce sont les aléas de la technologie, mais nous poursuivons notre entretien avec à la fois plaisir, mais détermination sur un sujet social. Je vous prie. J'étais en train de dire que ça me paraît trop tôt le premier semestre de cette année. On est encore à peine un mois et demi, 2 mois, sur un sujet tout aussi important, la restructuration de l'islam dans notre pays. Ce n'est pas une mince affaire. Mais admettons, et pourquoi pas, s'il y a la bonne volonté. Maintenant, le second volet de votre question, qu'est-ce qui va advenir de cette présidence nouvelle et avec un président jeune? Je réponds toujours qu'il y a un énorme paradoxe dans notre pays
comment voulez-vous qu'un État laïque puisse avoir des responsables qui se mêlent dans l'organisation d'un culte, quel qu'il soit? La laïcité de l'État, de fait, ne permet pas cette immixtion. Et en même temps, sans faire du macronisme, je peux concevoir que les pouvoirs publics veuillent avoir des interlocuteurs légitimes, sérieux, compétents, avec lesquels on peut travailler. Et ça sous-entend en creux dans ma réponse que les pouvoirs publics ne les ont pas encore trouvés, ces interlocuteurs sérieux, compétents et responsables. Alors, gageons que les institutions républicaines, tout en respectant la laïcité de l'État, permettent telle une catalyse. La catalyse pour la chimie, c'est de favoriser la réaction chimique sans intervenir dans les réactifs ni les produits. Eh bien, gageons que cette fois-ci, avec le tumulte que nous connaissons, le désastre même que nous connaissons, il va y avoir une conjugaison à la fois des bonnes volontés et aussi des responsabilités. D'un côté, les pouvoirs publics, de l'autre, les responsables musulmans. Vous avez entendu parler du manifeste qui a été signé par les 250 personnalités françaises? Alors, comme j'étais au Maroc, je rentre de Marrakech où j'ai participé à un important colloque. Là, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y aurait, j'ai pas encore vu la tribune, mais il y aurait entre 250 et 300 signataires. C'est ça. Certains, ce n'est pas étonnant de leur part. D'autres, dont on m'a donné les noms, j'ai été surpris. Je trouve que ce n'est pas bon. Je trouve que pour une nation meurtrie, convalescente, secouée, traumatisée, en rajouter comme ça dans la dissension, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bon pour la cohésion nationale. Et surtout, le fait de considérer l'élément islamique et la composante islamique de la nation comme un élément à part, comme un élément à problème, etc. S'il s'agit de dénoncer l'antisémitisme, nous n'avons pas attendu cette tribune pour le dénoncer, cet antisémitisme. On l'a fustigé, on l'a répusé, on l'a totalement condamné, bien entendu. Maintenant, est-ce que le discours comminatoire et le discours injonctif va régler les problèmes? Je ne suis pas sûr. Question aussi que ce manifeste propose, qu'il demande, je vous lis tout de suite, le paragraphe il est rapide. En conséquence, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des Juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l'antisémitisme catholique aboli par Vatican II, afin qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Nous ne les avons pas attendus là-dessus. Il y a des écrits, il y a des prises de parole, il y a des prises de position qui parlent d'abord des incidences sociales, morales, éthiques, politiques même, de telle ou telle compréhension d'un passage coranique ou même un hadith du prophète qu'il faut savoir relativiser à son contexte, etc. Et que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous prévaloir d'une telle compréhension pour semer la terreur et la haine. Ça, nous l'avons dit et nous nous sommes égosillés à le faire savoir. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de quiconque là-dessus. Maintenant, j'ajoute aussi malheureusement, c'est la faiblesse et l'incompétence, l'incurie des hiérarques musulmans dans notre pays et ailleurs qui laissent la possibilité à des individus comme ça pour nous donner des leçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons nos propres écrits, nous avons dit ça dans des colloques, nous en avons parlé, nous avons expliqué que il y a des passages qui sont durs par rapport à ce qu'on appelle les mécréants ou les dénégateurs et qu'il faut savoir relativiser ça à son contexte. Et nous ne devons pas nous en prévaloir. Maintenant, nous n'avons pas besoin, encore une fois, que ces injonctions puissent venir d'autres personnes. La gestion de l'islam en France
automatiquement, on parle de CFCM jusqu'à maintenant. Parce que c'est l'unique institution officielle, connue et reconnue par l'État, qui représente, mais pas la totalité des musulmans, qui représente une partie des musulmans. Tout le monde dit comme quoi il s'agit d'une coquille vide. Selon vous, est-ce que c'est un début, le CFCM, pour créer une véritable institution qui gérera l'islam en France, ou bien il faut raser tout et redémarrer avec un autre concept qui permettra d'avoir une vision plus large et plus transversale? Alors, mon ami, vous avez les deux options et les deux lectures. Pour ma part, je pense que ce machin, au sens gaulien du terme, donc ce Conseil français du culte, normalement on aurait dû dire islamique, le Conseil français du culte musulman a une maladie congénitale. Sa part congénitale, son péché originel, c'est la manière qui a présidé à son instauration. Vous avez un ministre de l'Intérieur pressé de devenir président qui a réuni quelques individus dans un conclave, si je puis dire, à Nainville-les-Roches dans l'Essonne, et en disant, toi je te nomme président, toi je te nomme secrétaire général, toi trésorier, et on organise des élections après coup, post-eventum, comme on dit. Et malheureusement, ces élections n'ont pas corroboré le bureau. Et on a continué à agir de la sorte. On n'agit pas comme ça, même dans les républiques bananières. Et il ne faut pas s'étonner que la jeunesse puisse se détourner de ce genre de manœuvre. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut faire tabula rasa? Je ne sais pas, sincèrement. Je pense que tout processus a besoin d'une phase d'initiation ou d'initialisation. Et c'est une question aussi de génération et puis de compétence. Le mot est revenu dans ma bouche quelques fois. Peut-être maintenant, il suffit de le réformer, le mot est encore à la mode, et se doter pas d'une instance qui représente les musulmans. Les musulmans n'ont pas besoin d'être représentés, et s'ils doivent être représentés, ils ne le seront que politiquement. Mais une instance qui puisse gérer le culte avec tout ce qui est inhérent à la pratique cultuelle de l'islam en France. Le jeûne du mois de Ramadan pour fixer les dates liturgiques, le pèlerinage, les pompes funèbres, la formation des imams, la construction de mosquées, la collecte de l'aumône, par exemple, ces histoires même de redevances, etc. La viande halal. Oui, entre autres, oui. Donc ça, oui, nous avons besoin d'une instance sérieuse et qui sache justement s'impliquer dans cette affaire-là, oui. Vous êtes le fils de Cheikh Abbas Ben Cheikh El-Hussein, l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que, selon vous, la gestion de cette grande mosquée de Paris, elle est à la hauteur des attentes des musulmans actuellement? Je suis pris entre deux choses. Soit vous dire une parole de vérité, un discours de vérité. Il n'y a que ça qui marchera pour toujours, c'est Ben Cheikh. Que la vérité. Sûr. Que la vérité. Et là, le discours de vérité nous guérira toujours. Soit prendre les formes et dire je ne veux pas être accusé de népotisme posthume. Mon père a dirigé cette institution et qu'on voit de son époque et même de son prédécesseur. Il y avait une certaine aura, il y avait un rayonnement culturel, intellectuel, spirituel, à tout point de vue. Et là, malheureusement, c'est une constatation, l'encéphalogramme est plat, il n'y a rien. C'est, quand j'ai parlé d'incurie, au sens étymologique du terme, il y a une absence de curie totale, et il n'y a pas de colloque, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de prise en charge spirituelle de toute une jeunesse. Et ça, malheureusement, cette mosquée dont on parlait il n'y a pas longtemps comme étant une grande institution, sinon mondiale, au moins européenne, là aujourd'hui on vous dit la mosquée du 5e arrondissement. Ça vous donne une idée comment c'est ratatiné.
ce n'est pas une affaire de personne, c'est une question de constat et ce sont des faits. On ne peut pas parler, on ne peut pas éluder cette difficulté-là due à une incompétence crasse dans la gestion des affaires théologiques et cultuelles de cette grande institution. Vous rentrez du Maroc et vous avez participé à un colloque, d'après ce que vous m'avez dit au départ. Comment vous voyez-vous l'état de l'islam dans ce pays-là? Il y a deux aspects aussi. Il y a quelques aspects encourageants puisque le débat y est. Il y a une liberté de ton maintenant qu'il y a. On commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes majeurs qu'il faut régler. La question des libertés de conscience. La liberté de conscience, c'est quelque chose de fondamental. La question de l'égalité en droit et dans le fait entre les êtres humains, entre les personnes, ça me paraît être aussi de la plus haute importance. Donc le débat existe. Mais en même temps, hélas, j'ai constaté une sorte, ils vont me pardonner le terme, une religiosité dévote, un comportement de plus en plus archaïque, un ritualisme desséchant au lieu de laisser place à la spiritualité vivifiante et une spiritualité de sagesse et d'élévation. Et selon vous, c'est quoi la raison? Vous avez raison de poser la question parce que à un moment donné, on s'est préoccupé de la manière qui consiste à asseoir la croyance au détriment des outils de la connaissance. Et donc, on est resté dans une rationalité fermée que dans la prédication, en train de ressasser un discours dépassé. Et au lieu de laisser place à la réflexion, à l'intelligence, au travail, à l'acquisition du savoir, à la culture, eh bien, on a fait que répéter les choses. Et malheureusement, quand on ressasse comme ça, quand on est dans la rumination, eh bien, on n'avance pas. Écoutez, je vous cache pas la vérité, c'est presque les mêmes d'une autre façon. C'est presque le même constat qui a été fait la semaine dernière dans l'émission Arc-en-Ciel, parce que j'ai invité un homme, je crois que vous avez entendu parler de lui, M. Rachid Ayal, celui qui a fait le bouquin sur Sahih al-Bukhari. Oui. Il a parlé de ça, il a parlé de cette... Il y a des attaques d'après lui, il y a des attaques personnelles, mais il n'y a pas une discussion de fond sur ce qu'il lui a écrit. Et donc, il n'y a pas un échange intellectuel sur le fond pour le convaincre ou bien pour que lui convaincre ses détractants, mais malheureusement, il y a des attaques personnalisées. Ce que vous êtes en train de me dire maintenant... Ça fait froid au dos, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que on essaie de vendre aussi ce islam en Europe, à travers la formation des imams, à travers le message qu'on doit donner aux Européens. Et ça, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi l'Algérie. La dernière fois, j'ai fait passer le conseiller du ministère des Affaires religieuses en Algérie. Il l'a dit d'une manière assez importante. Il a donné son point de vue sur l'expérience algérienne. Il est contre la présidence sur la fondation de l'islam par un laïc, c'est-à-dire notamment M. Chevènement, à titre d'exemple. Donc, il y a une volonté d'exporter ce qui se passe dans le pays du Maghreb à cette communauté, comme vous l'avez bien dit au départ, cette communauté riche de sa population, chose qui a été dit aussi par M. Sadr Sallam, donc il l'a dit, il a redit, nous avons un potentiel énorme de ressources humaines qui est mal exploité. Selon vous, est-ce que c'est la solution réelle pour sortir l'islam en France de cette crise, c'est de s'adresser à la base, ou bien il faut continuer dans cette dérive qui fait que du mal et que du tort jusqu'à maintenant? La réponse est... Et vous le dites si bien, elle est dans votre question. Nous ne pouvons pas nous accommoder ou accepter de rester dans ces dérives. Et donc, c'est un temps historique de responsabilité. Et s'il faut, pour emprunter le vocabulaire de Mohamed Harkoun, subvertir des tabous
les transgresser, revenir à ce sacré qui est devenu obèse, de plus en plus gros et qui nous étouffe et qu'on n'ose plus respirer, eh bien, nous devons le faire. C'est une question de responsabilité historique. Et nous renouons, moi j'ai toujours dit, parce que nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut renouer avec l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, renouer avec la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de ton, la liberté de recherche. Il faut étudier, il faut revenir, ne pas sacraliser l'œuvre des hommes. Ils furent des hommes et nous sommes des hommes. Un discours du passé ne peut pas s'adapter au XXIe siècle. Et donc, ce travail-là est nécessaire pour libérer les esprits de la prison dans laquelle ils se trouvent, sortir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques, en finir avec la pensée magique, revoir tout ce corpus que nous avons. C'est un travail considérable. Et au lieu de jeter l'anathème contre tel ou tel chercheur, il faut laisser place simplement aux arguments et aux arguments rationnels. Eh bien, écoutez, le message est fort et je tiens à vous remercier infiniment, c'est Ghaleb Benchir, d'avoir accepté notre invitation malgré les aléas du direct. C'est l'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission bénévole, c'est une radio associative. Nous travaillons sur ce dossier depuis octobre 2017. Il y a énormément de personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, surtout un dimanche et à cette heure-ci. C'est une réussite totale. Et le débat est lancé et merci infiniment de contribuer avec ces idées clairvoyantes d'un homme de terrain, c'est Benchir. Shukran jazilan wa ila liqa inshallah. عفوا وإلى لقاء قريب إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا أخي. مرحبا. مع السلامة. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être